It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle bells. Merry Christmas! Looks like Martha Stewart threw up in here. This is delicious, honey. It's a little dry. Well, mine's delicious. Mine's dry. Do you want to trade? It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. with those holiday greetings and gifts. How we were going to survive Christmas with 12 people stuck in a house with no heat and no electricity. Or food. There's plenty of leftovers, Howard. Beer it is. It's the weirdest thing. There's no cars, no people. How long can this keep up? We heard something on the roof. The hell's this? St. Nicholas is not coming this year. Instead, a much darker, ancient spirit. Those are hooves. Elk or a goat? What kind of goat walks on its hind legs? His name is Krampus. He and his helpers did not come to give, but to take. Everybody, hold on to each other. He is the shadow of St. Nicholas. It's Christmas. Nothing bad's gonna happen on Christmas. Guillaume sursaute. Mais c'est bien parce que je pense que plein de gens ont sursauté de ce petit silence de quelques secondes. Ben voilà, alors c'est Noël et rien ne peut arriver à Noël. Ça, c'est la grande question. Pourquoi c'est Noël du coup Eh bien voilà, c'est parce que là, effectivement, mais peu importe d'ailleurs. Après, Louise, tu vas rentrer dans le film et dans ce qu'il comporte en tant que film d'horreur. Mais c'est vrai que c'est en tout cas très étrange d'avoir un film de Noël qui sort au mois de mai. Et la raison est très simple, c'est que le film devait sortir à Noël, mais la sortie a été décalée. Alors je sais pas pourquoi, mais la sortie a été décalée en France au 4 mai, donc vous pourrez découvrir en salle mercredi prochain Krampus, film d'horreur réalisé par Michael Dougherty, qu'on connaît un petit peu parce qu'il est scénariste pour Bryan Singer, donc il a scénarisé la plupart de ses films, notamment les X-Men et puis son Superman Returns, et il a également réalisé en 2009 le film Trick and Threat, un film assez rare qui est souvent attendu, qu'on trouve un petit peu sur les plateformes illégales sur lesquelles on peut voir des films, mais qui n'est jamais sorti officiellement en France, du moins pas en salle. Alors, vous l'avez compris dans la bande-annonce, l'histoire du film, c'est celle de Max qui voit sa famille peu exemplaire se disputer à l'approche de Noël. Donc le garçon décide d'ignorer la célébration sans se rendre compte que ce manquement à la tradition va provoquer les foudres de Krampus, un démon ancestral bien décidé à punir les réfractaires des fêtes de Noël. La situation tourne en enfer quand les figures de Noël prennent monstrueusement vie, lançant l'assaut sur la maison de Max et forçant les membres de sa famille à s'entraider s'ils espèrent sauver leur peau. Alors vous le comprenez, il s'agit ici dans ce film de la perversion de tradition, d'un genre, c'est-à-dire la comédie de Noël, d'une imagerie, celle du conte de Noël, et des personnages archétypaux, c'est-à-dire la famille américaine typique. Et donc dans le film, tout se joue sur le décalage, justement le décalage avec toutes ces traditions, avec tous ces repères que le spectateur connaît très bien. Et donc la première partie du film, comme on le comprend dans la bande-annonce, c'est une comédie très efficace, vraiment bien construite, assez drôle, bien écrite, avec des personnages qui fonctionnent, avec des situations qui fonctionnent, et on prend beaucoup de plaisir à suivre cette famille qui prépare Noël, cette famille effectivement peu exemplaire, donc avec Max et ses parents, et puis les oncles, les tantes, les cousins qui sont des vrais abrutis, et donc on a beaucoup de plaisir à voir ça. Le ton est assez grinçant, et c'est vraiment ce ton typique du cinéma de genre qui se permet justement une vision assez acerbe de cette petite société américaine, ce microcosme américain de la banlieue pavillonnaire,
et ça se lit notamment dans le générique qui est complètement taré, qui montre les fêtes de Noël sous l'angle de la course effrénée aux jouets. Donc on voit des gens qui se battent au ralenti dans un magasin sur une musique joyeuse de Noël, alors qu'en fait le but c'est juste d'acheter des jouets. Et on nous montre un petit peu ce Noël américain qui est finalement un Noël complètement consumériste dans lequel l'esprit de Noël est complètement absent. On a aussi un discours sur les armes à feu assez étrange et qui a sa place dans un film comme ça, puisque le cinéma de genre c'est aussi l'endroit où on peut se permettre de critiquer beaucoup de choses. Alors après ça, le film sombre peu à peu dans l'horreur avec toujours un petit peu de décalage, mais on comprend très vite que le scénario est sur des rails et l'alchimie entre l'humour et l'horreur fonctionne assez peu. Contrairement à des films que Dougherty semble prendre en modèle, comme par exemple typiquement les Gremlins, qui pour beaucoup de raisons est un film qu'on peut mettre en parallèle. Par exemple sur le fait que ça se passe à Noël, que c'est un Noël qui tourne mal et qu'on est face à des petits monstres qui sont les jouets de Noël finalement, qui deviennent des monstres, puisque dans Gremlins c'est le petit Mogwai qui devient qui est le cadeau de Noël du héros qui donne naissance à des Gremlins, et là c'est les jouets de Noël, les nounours, les petits clowns, les trucs comme ça qui prennent vie et qui deviennent des monstres. Et donc ce basculement de l'humour à l'horreur en essayant de créer une alchimie entre les deux fonctionne assez peu. L'ambiance est inégale également, puisqu'on ne sait jamais si on est dans un décalage humoristique ou dans du pur film d'horreur. Et le problème, c'est que le film joue sur les deux tableaux sans jamais réellement créer une miscibilité entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si on est dans l'horreur à fond ou dans la comédie à fond, mais on sent qu'il sépare quand même les choses, qu'il y a des séquences d'horreur et des séquences de comédie, ce qui est du coup assez compliqué pour créer une vraie ambiance qui fonctionne sur 1h30 de film. Sachant que la première partie est plus comédie et la deuxième partie plus horreur, mais il y a quand même toujours des éléments de l'un et de l'autre dans les deux parties, donc on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Au-delà de ça aussi, on a une dimension slasher, c'est-à-dire tuer des personnages les uns après les autres avec des morts particulières, et cette dimension slasher est un petit peu ratée puisque les morts sont sans réel impact émotionnel ou narratif. Un personnage disparaît, parfois il revient évidemment, parfois il revient pas, on sait jamais vraiment dans quelles conditions il est mort, sachant que le film est très grand public, donc est très très lisse, il n'y a pas beaucoup de gore, il y en a même pour ainsi dire pas du tout, les morts sont pas très graphiques, il y a beaucoup trop de hors-champ, tout est suggéré par le son, sachant que juste pour faire une digression sur le son, je trouve que le mixage son étonnamment est réussi. Enfin, en tout cas, ça m'a marqué. Je me suis dit, oui, il y a quand même des moments où le son est hyper réussi et où il nous fait plonger dans l'horreur du film de façon hyper efficace, en tout cas beaucoup plus efficace que l'image à beaucoup de moments. Même si l'image est très très soignée, on a beaucoup d'ambiance nocturne, un petit peu facile, et puis des moments où on comprend pas vraiment ce qui se passe à l'écran, malgré un vrai souci de mise en scène de l'horreur et un vrai souci au niveau de l'image. Tout ne fonctionne pas. La dimension film de monstre, elle, par contre, fonctionne assez bien puisque les apparitions des créatures, qui sont multiples, et c'est une vraie foire aux monstres ce truc, est assez réussi. Le look est efficace. En tout cas, il y a un vrai effort de fait au niveau de leurs apparitions dans la limite où il y a une vraie limitation du numérique, et en tout cas le peu qu'il y a est très très réussi, pour travailler sur la matière. Et ça, c'est des choses dont on parle très souvent, mais on a un vrai renvoi en ça au film des années 80 et à leur practical effects, ce qu'on appelait les practical effects, c'est-à-dire des marionnettes, du latex, des maquillages réels. Et on a beaucoup ça dans le film, et comme je vous le disais, le peu de numérique qu'il y a est vraiment très réussi et vraiment photoréaliste, donc c'est très plaisant parce que le problème du numérique c'est, voilà, on parlera de James Wan tout à l'heure, à certains moments dans le film de James Wan, quand c'est du numérique, on voit que c'est du numérique, c'est très mal fait, et donc on peut pas avoir peur. C'est le même problème que pour Mama dont on avait déjà parlé, et là le film arrive un petit peu à s'émanciper de ça pour justement recréer une certaine dynamique qu'on avait de moins en moins dans le cinéma d'horreur, c'était cette dynamique de la matière. Voilà, la dynamique de la matière dans le cinéma d'horreur, ça serait un très joli nom de thèse, je trouve. La dynamique de la matière dans le cinéma d'horreur, en tout cas, c'est un petit peu ça qu'essaie de réactualiser Dougherty dans son film, puisqu'on sent que c'est une vraie démarche de mettre en scène des vraies marionnettes, parce que des fois, c'est pas très très réussi, on n'a pas très très peur, mais on a le plaisir de voir une vraie marionnette de nounours monstre se faire exploser le crâne. Et on se demande d'ailleurs pourquoi il y a de la cervelle dans un nounours monstre. Enfin bon, ça fait partie des petites incohérences du film. Quand il se fait exploser la tête, il y a de la cervelle qui gicle. On comprend pas vraiment pourquoi. C'est le seul moment gore d'ailleurs. Puisque voilà, le film utilise tout un folklore pour donner une épaisseur et du crédit à la matière horrifique, donc ce folklore du Krampus qui passe par la grand-mère, une grand-mère qui parle pas américain, alors je ne sais pas quelle langue elle parle et je vais éviter de dire une bêtise, donc je vais juste dire qu'elle parle pas américain,
et qui comprend les situations face auxquelles elle est. Elle comprend de quel monstre il s'agit, puisqu'elle va expliquer qu'elle a déjà été visitée par lui quand elle était plus jeune. Et donc c'est vraiment un folklore que réactualise voilà, le film. C'est assez plaisant parce que c'est quelque chose qu'on voyait de moins en moins aussi dans le cinéma de genre, cette réutilisation de légendes, de choses qui existent déjà au préalable. Et c'est vrai que là, le film tente ça avec plus ou moins de réussite. Mais le problème, c'est que tout est assez fade et aseptisé. On n'a pas beaucoup d'ambition au final dans le film, que ce soit dans la mise en scène ou dans la façon dont il est construit. Et la fin est assez catastrophique puisqu'elle est faussement inquiétante et rend le tout assez dérisoire. Je ne vais pas vous spoiler, mais la cruauté du récit laisse place à la mièvrerie consensuelle. Et l'histoire d'un enfant face au danger devient juste l'histoire d'un enfant qui comprend que la haine et la violence, c'est pas bien. Bah oui, mais on n'a pas besoin de campus pour le savoir. Donc au final, le film tombe dans le travers de l'autoréférence, qui est un vrai problème du cinéma de genre. Aujourd'hui, on en parlera avec James Wan, sans en faire trop un grand défaut. Et ça, c'est plaisant. Il sait s'émanciper de ses modèles, dont on parlait, les Gremlins par exemple, pour en faire quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est rare dans le cinéma de genre aujourd'hui, qui se construit beaucoup trop autour de la réactualisation de toujours les mêmes mythologies. Et donc, voilà, Krampus est un film qui veut jouer avec un certain nombre de conventions, mais finalement qui ne fait que les ressasser et mettre en lumière leur manque d'intérêt. Et ben voilà. En fait, il faut que tu arrêtes de voir des films d'horreur, Louis. Ah non, au contraire, parce que quand on voit des films comme The Boy par exemple, on se rend compte de la grande qualité des choses qui peuvent être proposées. Et on parlera de James Wan dans quelques instants. Là, on est sur de très bons films d'horreur.